je m'appelle Sylvain Issert, j'habite à Aurillac dans le Cantal. Et là vous êtes juste devant ma volière de King. J'élève actuellement une moyenne entre 14 et 16 couples de pigeons de King, donc dans les couleurs suivantes. Beaucoup de bleu barré, du rouge cendré barré, du rouge cendré, grison bleu et quelques blancs. J'aime bien les blancs aussi. Alors j'élève des pigeons depuis l'âge de 14-15 ans. J'en ai actuellement 45, donc ça fait à peu près trentaine d'années. Je suis au club du King depuis environ, je crois que c'est 28 ans, 29 ans. Comment ça m'est venu? Eh bien en fait, mon grand-père avait quelques pigeons, ce qu'on appelait les pigeons de ferme, donc quelques bâtards que j'aimais bien. Mon père ensuite a aimé ça aussi, donc on s'est fait une petite volière tranquille, sans prétention. Et puis un jour, on aimait aller voir dans les expos avicoles, et puis un jour je suis tombé amoureux. On était dans une exposition avicole à Valence d'Agen à l'époque, et mes premiers sujets King, c'était que j'ai vu, c'était ceux de Monsieur Salsac, notre président d'honneur. Je les ai trouvés magnifiques, et puis depuis cet âge-là, voilà, j'élève du King. Et je remercie donc Monsieur Gérard Salsac qui m'a donné cette passion et de cette race-là. Alors concernant la volière, en fait, en elle-même, c'est une volière qui a 20 ans, qui n'est pas toute jeune, qui a évolué au fil du temps, donc pour ça qu'elle paraît un peu bizarroïde. C'est le fruit aussi de mon expérience et de mon retour de vécu sur l'ensemble de l'élevage du King. Donc je fonctionne avec approximativement entre 14 et 16 couples. J'ai 10 couples dans cette volière-là, où là ce sont vraiment des couples sélectionnés, ce sont les accouplements que je veux. Et ensuite j'ai une autre petite volière qui sert aussi pour les jeunes et qui me sert aussi de réserve pour les couples, ce que j'appelle moi des couples tests. Donc soit des sujets qui ont possiblement un potentiel, c'est justement en fait, ou des couples avec un sujet qui a pris un peu d'âge mais qui peut apporter encore quelque chose sur une nouvelle souche en fait, un nouvel accouplement, un nouveau croisement, donc ça me permet, voilà, c'est des souches tests en fait. Et ça me sert de réserve de jeunes. Concernant le mode de fonctionnement, je fonctionne donc en volière avec des grandes cases individuelles qui font 90 par 90 sur 60 de haut à peu près approximativement. Pourquoi je fonctionne comme ça? Déjà, parce que ça sert aussi d'émulation pour chacun des couples. 2, ça permet aussi, ça fait quand même des grandes cases, et donc du coup, ça me permet de les fermer individuellement en cas de souci sur un couple. Voilà. Après, c'est vrai que les animaux, on peut toujours, ça prête à caution, parce qu'on peut dire que telle femelle a été cochée par un autre mâle. Jusqu'à présent, j'ai constaté très peu souvent ce genre de choses. Donc concernant l'alimentation proprement dite, donc je fonctionne principalement avec des obus, donc l'eau échangée, des obus de 7 litres. L'eau échangée tous les jours, ils sont nettoyés aussi tous les jours. Voilà, c'est ce modèle-là, c'est simple, basique. Après, je fonctionne avec des mangeoires de ce type-là, des trémies, ni plus ni moins, avec plusieurs cases. Alors dans la volière, cette volière-là, c'est la volière des jeunes aussi. J'avoue avoir quelques nourriciers, et c'est la volière des couples tests. J'utilise aussi des abreuvoirs au but, dont l'eau est changée tous les jours. Au niveau système d'alimentation, ce sont
toujours des trébis. Par contre, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que lorsque on s'absente ou on fait, pour X raisons, on a besoin de partir, afin que les pigeons aient toujours de l'eau en continu, j'ai bricolé ce petit système. Alors en fait, c'est une mangeoire à grite, d'accord, une simple mangeoire à grite, dans laquelle j'ai acheté un flotteur, j'ai percé un trou, j'ai acheté un flotteur, voilà, comme ça, hein. Donc tout simplement, je ne sais pas si vous allez voir, donc simple flotteur, au bout duquel elle a sorti, j'ai adapté ce qu'on appelle des raccords rapides de type pneumatique, donc qui sont utilisables avec ces tuyaux-ci. Voilà, ce sont des raccords, des tuyaux pneumatiques, d'air comprimé. Donc c'est des raccords rapides et je branche ça, j'ai toutes mes volières qui sont alimentées donc, sur une réserve d'eau, une petite réserve d'eau que je ferme ou que j'utilise quand je veux, voilà, quand j'en ai besoin. Et je branche ça et ce qui fait qu'ils ont toujours de l'eau en continu en fait. Voilà. Alors voilà donc la conception d'une case. Bon alors c'est pas très propre, je suis désolé, hein, ça fait un moment. Pour ceux qui me connaissent, ça fait un an que je suis en une maison, donc j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais voilà. Sinon, au niveau nettoyage, c'est environ tous les 15 jours. Donc dans la conception d'une case dans la volière, donc 90 par 90, bon celle-ci est beaucoup plus haute, fait quasiment 80 de haut. Donc deux nids séparés, mais côte à côte, qui font environ 25-26 cm par 25-26, voilà. C'est à peu près la taille standard. Pourquoi deux nids à chaque côté? Donc quand ils ont des petits d'un côté, ils peuvent très bien pondre de l'autre. Pas très haut, surtout, parce que sinon, en hauteur, là, bon, les kings est un peu feignant et a du mal à voler, donc il ne faut pas très haut. Après, le mode de nettoyage, c'est assez simple, hein. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je retire donc la litière qui a enlevé. Alors ce que j'aime bien faire moi c'est mettre dessous, comme on peut le constater, une petite mousse, comme des types de mousse de canapé, pas trop épaisse, ce qui permet pour moi de protéger les œufs, qui crée un amorti, voilà, et par dessus avec donc de la paille. Voyez, voilà. Avec petite porte, hein, alors la porte pour le nettoyage qui s'enlève bien sûr et qui permet donc un nettoyage pratique de la totalité du nid. Après on n'a plus qu'à le remettre. On n'a plus qu'à le remettre et on ferme. Et voilà, c'est fini. Alors les éléments que je donne à mes pigeons, moi j'achète du Vercel Laga, tout simplement, sans céréales. Je leur donc, voilà, ils se présentent comme ça, dans lequel je complète avec du blé. Alors du blé qui vient d'un petit producteur du coin, un agriculteur du coin. Du blé bio, c'est cet avantage. Alors je ne sais pas s'il y a une grosse différence, mais bon, voilà, j'utilise celui-ci, il me le fait à bon prix. L'alimentation ne varie pas beaucoup, c'est-à-dire que c'est toujours à peu près les mêmes composants au fil des saisons. Par contre, lorsque je les prépare pour les mettre en reproduction, c'est une alimentation beaucoup moins riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de blé. Je leur donne un peu d'orge aussi. Voilà. Par contre, lorsqu'ils nourrissent, parce que la plupart nourrissent, bon, à part les couples les plus difficiles pour essayer de sauver des jeunes, des fois, où je place ça sous nourricier. Mais les miens nourrissent et élèvent leur propre sujet, leurs propres petits. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est une caractéristique sur laquelle je tiens. Ça fait des années sur laquelle j'insiste. Pour moi, c'est important. On doit garder ce caractère-là. Sur l'alimentation, alors donc, je leur donne pas de maïs, sauf sur les périodes de très grand froid. Voilà, juste ça. Ils ont du sable à volonté mélangé avec des coquilles d'huîtres. Voilà, ce type de produit en fait.
Donc c'est du sable, du sable de rivière, mélangé avec des coquilles d'huîtres, donc pour l'apport de calcium et pour les œufs. Et ensuite j'utilise, je leur donne, alors j'achète pas les grittes gris, moi j'achète dans un autre magasin spécialisé des blocs pierre avec de l'argile rouge qui sont plus complets en vitamines et sels minéraux, qu'ils apprécient aussi fortement. Comme vous le constatez, le bloc de 3 kg, il ne reste plus grand chose. Voilà. Et tout ça à volonté. Alors au niveau des compléments, j'utilise pas beaucoup de compléments. Sur beaucoup de vitamines en fait, et tout ce qui est probiotique. Après tout ce qui est sels minéraux, etc. Pour la simple raison, c'est que je pense et j'en reste convaincu qu'au fil des années, j'avais fait d'ailleurs un article sur le bulletin du CFK, les probiotiques et prébiotiques sont beaucoup plus importants que tout ce qui est traitement antibiotique. C'est-à-dire qu'à force, on appauvrit notre système immunitaire des pigeons et on a donc des sujets qui sont beaucoup moins résistants, productifs, beaucoup plus fragiles. Alors, comme vous le constatez, voilà, moi j'ai simplement des vitamines, qui est un complément vitaminique, liquide. Ils ont une fois par semaine, voire à peu près, après un peu plus, des fois, ça dépend dans quelles conditions ils sont. Après, moi j'utilise de la levure de bière aussi, alors que je mélange avec et des protéines que je mélange avec les aliments en mettant un peu d'huile. Et après j'utilise donc des probiotiques. Alors les probiotiques, ça fait 25 ans que j'en produis, donc j'avais dans mon ancienne boîte un accès à ces probiotiques. Maintenant je les achète et donc je préfère prendre ces produits-là qui pour moi sont plus qu'efficaces et qui ont fait aussi leur preuve. Après, dans les aliments pour pigeons, j'utilise du Colombine Vita de Vercel Laguin, qui est un aliment minéral que je mélange par humidification aux graines que je leur donne. Voilà, donc ça ce sont les produits principaux que j'utilise. Donc au niveau ensuite traitement ou petites combines, petites astuces, il n'y a rien de très compliqué en fait. Traitement leur donner des probiotiques dans l'alimentation et dans l'eau de boisson. Alors dans l'eau de boisson c'est minimum 2 fois par semaine. De temps en temps aussi mettre un peu sur les graines. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est important. Je ne fais pas de traitement généralisé, jamais. Je suis plutôt contre, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour la raison qu'on crée des sujets plus fragiles. Alors ça s'avère aussi parfois nécessaire, mais si c'est nécessaire, j'utilise du sulfate de cholestine. Je ne peux même pas vous en montrer parce que je n'en ai pas pour l'instant et ça fait une belle durée que je n'en ai pas utilisé. Donc voilà. Après, pour des sujets qui peuvent être malades au printemps ou en fin de saison, surtout sur les périodes humides, j'utilise 2 produits. Alors, ce qu'on appelle ici le Spirovet, donc le Spirovet en solution injectable individuelle, d'accord, en cas d'infection respiratoire. C'est ancien cyanure 20, d'accord. Et j'utilise aussi en complément ce qu'on appelle de l'incospectine injectable, donc ce produit-ci, toujours en individuel. La posologie se situe entre 0,4 ml par sujet pour les deux. Après, si j'utilise donc du Teniverm en cachet individuel, donc c'est pour les vers. Et enfin, autre chose, pour le traitement des poux, alors je fais ça, j'utilise pas de poudre,
Je ne mets rien dans l'eau pour les bains, etc. J'utilise ce qu'on appelle de Nivomec. Donc c'est 1 à 2 gouttes. 2 gouttes pour les sujets adultes et 1 goutte sur la peau directement entre les 2 ailes et la base du cou. Voilà, c'est le Nivomec, tout simplement, que j'achète chez le Veto. Et ensuite, la petite astuce, c'est pour le traitement des verrues. Alors j'utilise la pommade de Monsieur Cochon. Voilà, je ne mens pas. Je fais un petit pansement sur la plante des pieds et qui englobe le doigt arrière et le doigt de devant du milieu. Donc c'est une petite pommade que je mets ça pour les verrues plantaires. Alors la petite astuce pour les verrues en fait, c'était mon ami Raymond Bisbar qui me l'avait montré à l'époque, lorsque j'étais plus jeune. Et alors donc j'utilise du pansement comme ceci avec 2 parties adhésives, un rouleau. Donc je coupe une petite bande comme ceci. Alors là. Voilà. Donc j'obtiens un petit pansement de cette taille là. Ce qui se passe, c'est que je coupe 2 bandes comme ceci. Oui, comme vous le constatez, voilà. Voilà. Ensuite, je fais un petit trou sur la patte pour le doigt de devant. Donc, en fait, voilà, on obtient un pansement au final qui est comme ceci. Donc les 2 doigts, voilà. D'accord. Pour vous montrer, je vais vous montrer sur un sujet tout simplement. Donc je prends mon sujet, je prends ma petite pommade du cochon qui est ici. Alors, le nom prête à rire, mais on trouve en pharmacie. Et, il n'y en a plus beaucoup, mais ça marche très très bien. Voilà. Hop. Donc je tiens mes sujets. Alors j'enlève le premier cache en fait. Voilà, comme ceci. Je passe le doigt du milieu par l'ouverture. Voilà. Je le recolle de chaque côté. Voilà. Comme ça. Je prends ma petite pommade. Je pose dessus. Tout simplement. Je retire ensuite les petites langues. Voilà, la petite pommade est tombée. Voilà. Alors c'est pas toujours évident tout seul, hein, mais avec un peu d'expérience on y arrive. Je fais comme ceci, je retourne mon doigt. Voilà. La deuxième bande, je la remets comme ceci. Voilà. Et vous voyez que donc la pâte est bien entourée. Le pansement protège la paume, la plante du pied. Les doigts sont écartés pour la stabilité du sujet. On va faire un petit exemple. On va le poser par moi, le poser. Et ça ne le gêne pas pour marcher. Et vous changez ça tous les jours. Alors concernant la conduite d'élevage, par où commencer? On va commencer par le début. Hein. Donc les phases de préparation, donc, qui a lieu fin automne. Cette phase de la préparation des couples reproducteurs, après avoir sélectionné les futurs reproducteurs, donc, qui ont été séparés, mâles et femelles d'un côté,
depuis un petit moment, depuis 2-3 mois. Je les mets au régime, sec, voilà. Donc moins d'apport en protéines, des petites graines, beaucoup de blé, beaucoup plus de blé, et beaucoup moins de mélange Versellaga, très peu d'huile dans l'alimentation pour humidifier les graines. Je les humidifie plutôt à l'eau, voilà, pour éviter tout apport graisseux. Une préparation aussi avec, en utilisant de lacticélène dans l'eau, histoire de les motiver un peu plus, de les booster. Donc c'est un lacticélène, c'est un apport de sélénium et de vitamine E aussi. Et j'utilise aussi de l'huile de germe de blé que je mets notamment un peu dans les graines, pas beaucoup, parce que justement pour éviter cet apport graisseux. Ensuite, donc les mâles sont mis d'un côté, les femelles de l'autre, séparés, mis à la diète l'un et l'autre. Et alors après, une fois que j'ai sélectionné les sujets correspondants, c'est-à-dire mâle avec une femelle, je les mets dans une case individuelle que je ferme pour qu'ils puissent, ce que j'appelle, prendre le nid, prendre leur case. Alors j'attaque moi aux environs du 15 décembre pour que sur la période de Noël et début d'année, début janvier, tout soit terminé, que les sujets et chacun a pris leur propre case. Alors pour ça, je prends donc une case individuelle dans laquelle, sur laquelle je mets une porte, tout simplement. Alors c'est une porte, ben voilà, faite maison, hein, comme ceci, voilà, tout simplement. Donc du coup, je vais juste vous la montrer, hein. Je vous la mets en place, comme ça, sur leur charnière. Voilà. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à fermer. Donc c'est bien grillagé, ça leur laisse de l'espace. Je leur mets avec, j'utilise des petits abreuvoirs comme ça pour mes mangeoires, pour graines. Donc ensuite, une fois qu'ils ont pris au bout d'une semaine, qu'ils se sont bien accouplés, des fois ça peut durer 15 jours, voire 3 semaines, ça prend du temps pour certains. Donc je leur enlève et j'enlève les cases petit à petit, c'est-à-dire que je n'enlève pas les portes des cases individuelles d'un seul coup. Et donc là on est toujours à la période, là on est début janvier, 15 janvier. Ce qui fait qu'au fin janvier, j'ai tous mes couples qui sont accouplés et qui ont pris leur place dans la volière en eux-mêmes. Alors certains, pour les plus rapides, commencent à pondre. Donc du coup, c'est vrai que c'est une période hivernale. C'est aussi pour ça que j'ai quelques nourriciers, hein. J'ai que 6 couples de nourriciers. Donc cette période hivernale me permet, s'il y a des pontes qui ont lieu, si j'arrive à mettre les œufs sous les nourriciers et qu'ils sont fécondés, donc je vais avoir quelques sujets assez tôt. Ensuite, la saison se déroule. Donc le plus important, effectivement, c'est la phase de printemps, hein, c'est avril, mai, juin. C'est là où on a le plus de petits. Une bonne saison pour moi, en termes de productivité, quand j'ai 14-16 couples, j'arrive entre 80 et 100 sujets bagués à l'année. Sachant que je désaccouple au plus tard, début septembre, la totalité des couples. Alors généralement les couples font une saison d'élevage complète. Les fameux couples test, eux, ont une durée de vie entre guillemets plus courte. C'est-à-dire que si les petits ne sont pas beaux ou autres, donc je les élimine avant, j'élimine les couples avant. Ça fait déjà moins à nourrir. C'est la même chose sur ensuite je fais le tri sur les jeunes pigeons, aux environs de 3-4 mois pareil. Et je garde que ceux qui ont le potentiel, pour moi, d'exposition ou qui peuvent m'apporter quelque chose. Donc là, voici 2 couples.
Alors, le seul couple de blanc que j'ai et le seul couple de rouge cendré écaillé que j'ai pour l'instant. Donc voici le mâle en premier. Un sujet assez typé, bien rond, très bonne tête. Défaut, c'est sur les yeux casqués, le bec un peu long aussi. C'est des sujets que j'aime bien. Voilà. Un sujet assez haut sur pattes. Allez. Voilà. Alors voici une belle femelle. Alors le mâle vient de chez moi, c'est un pur certes. La femelle, c'est un sujet qui vient de chez monsieur Georges Callen, très très bon éleveur de blanc. Très belle femelle, très typée, très bonne tête, les yeux un peu plus dégagés, très bonne origine, très bonne lignée. Merci Georges, au passage. Voilà. On n'a pas envie de se présenter parce qu'ils sont. Le mâle veut faire répondre la femelle, alors voilà. Alors, voici donc le couple de rouge cendré écaillé. Donc la femelle à droite et le mâle à gauche. Qu'est-ce qui me plaît dans ces sujets? Ce sont des sujets très très courts, très ronds, un très bon type, une très grosse tête. Le bec est à performer, une grosse largeur de front surtout. Un corps en triangle, très bon devant, bon écartement de pattes. Queue courte, seul défaut encore un peu présent, c'est afforcir le bec, faire une queue plus fine, c'est-à-dire d'une largeur en deux queues, deux plumes, à faire en une plume. C'est des sujets assez puissants. Alors maintenant on va vers des sujets qui sont très très lourds, qui dépassent largement le kilo. C'est peut-être pas mieux, parce que le standard dit que c'est 1050 grammes. Alors je suis pas convaincu que les sujets qui fassent 1,2 kg, il en faut, mais il faille tendre réellement là-dessus. Après ce n'est que mon opinion. Et si on veut garder cette capacité de reproduction aussi des sujets. Alors le gros défaut de la femelle, c'est sa couleur des yeux. Mais elle ne le transmet pas. Hein. Voilà. Alors, pareil, comme c'est des sujets qui ont des grosses têtes, ils ont tendance à être casqués aussi. Très bon arrondi de front. Voilà, deux couples notamment les rouges cendrés, que j'apprécie particulièrement. Voici un deuxième couple, mâle faded fois femelle bleu barré. Deux lignées différentes de chez moi aussi. Né chez moi, élevé chez moi. Donc un très très beau mâle que j'adore, un type fantastique, puissant, une belle masse, un bon cou, largeur de front, un corps en V. Voilà, donc un sujet que j'apprécie particulièrement. Voilà. Alors, très bonne tenue, manque peut-être un peu plus d'arrondi, mais un bon sujet à performer. Donc sa femelle à côté. Une femelle avec une très très grosse largeur, avec une très largeur, un très bon dessous, très courte, une queue très courte comme je les aime. Pas des sujets qui dégagent forcément beaucoup le cou, mais une puissance. Ah, elle ne veut pas se tenir. La petite mémère, elle veut répondre, donc c'est pour ça. Présence de sillon sur ce sujet-là, malheureusement. Donc à éliminer au fur et à mesure. Voici deux jeunes de cette lignée-là, de ce couple-là. Donc un bleu écaillé. Alors je ne suis pas un grand fan des bleus écaillés.
J'en ai toujours quelques-uns, mais pour que je garde un bleu écaillé, il faut qu'il soit très très bon. Bon, pour l'instant, c'est un sujet qui me semble assez prometteur, un bon équilibre. Une tête un peu fine, peut-être un peu de largeur, mais il semblerait avoir une bonne profondeur, un bon arrondi aussi. La tête, on va voir ce qu'elle donne. Donc, son frère ou sa sœur de nid. Donc, sujet bleu barré. Meilleure tenue. C'est des sujets jeunes qui ont 4 mois, donc qui sont en pleine phase de croissance. À voir comment leur évolution. Surtout des barres bien nettes, une couleur bien nette. Voilà, un bordel pour les deux. Alors voici une petite série de jeunes. Donc un grison bleu barré, 3 bleus barrés et un rouge cendré barré. Des jeunes de cette année 2021. Ils se présentent tels qu'ils sont, nature. Hein. Je ne les ai pas travaillés, rien. Donc on va commencer par le grison bleu. Donc une couleur difficile à obtenir et surtout avoir la vraie couleur du grison bleu, barré surtout. Donc une belle couleur grison avec 2 barres bien nettes, donc qui commencent à faire la mue, donc on les voit pas mal, pas trop bien sur celui-ci. C'est un sujet pour lequel je suis pas mécontent, on n'en voit pas des grisons, on n'en voit pas beaucoup, donc je vais essayer de les travailler avec mon ami Kevin et mon ami Raymond pour essayer justement d'en sortir quelques-uns d'intéressants. C'est une couleur qu'on voit plus beaucoup. Voilà. Encore ensuite un petit bleu barré, alors un piou-piou aussi, hein, pas très vieux. Hein. Lui il doit avoir à peine 3 mois. Sujet vif, comme on peut le constater. On va voir comment il va se présenter, il va évoluer. Donc voici un troisième sujet, donc un bleu barré, un sujet très très intéressant, très bonne masse, très bonne prise en main, court, bons aplombs, très bon écartement, une tête, sujet un peu plus vieux qui a 4 mois et demi déjà. Très bonne largeur de poitrine, un bel arrondi, déjà un bon port d'aile. Voilà, donc on va voir comment il évolue. Un sujet qui me plaît bien, qui me plaît vraiment bien. Donc voici un autre sujet, voilà. Un autre bleu barré. Je pense plutôt pour un mâle, le précédent étant une femelle. Donc sujet pareil, très tanké, très bonne charpente, un bon équilibre. Voilà, barre bien nette, pas de présence de troisième, pas de sillon, pas de présence de troisième barre. Voilà, une queue fine, un bon port, la tête très correcte, bien arrondie, bon départ de front, le bec est à performer aussi, je pense, notamment pour les puristes. Avoir un bec plus fort, plus lourd, plus gros plutôt. Sujet déjà très très lourd pour son âge. Donc voici un rouge cendré barré, sous-tis malheureusement, donc un mâle. Sujet très lourd, très grosse charpente, une bonne tête aussi, voilà, plume plaquée, sujet plus avancé, plus fini déjà. C'est pas forcément le meilleur, mais bon, à voir. Allez, allez. Allez.
Alors comme vous le constatez, ils sont très agiles. Hein. Ils volent beaucoup. Voilà, allez les petits pères. C'est comme des moutons, pareil. Allez.